les impasses, vous les connaissez bien. On va quand même faire un petit moment de recul pour savoir pourquoi et d'où on vient, dans quel contexte on a implémenté ce qu'on a appelé improprement la révolution verte. Un petit rappel des 3 P de la durabilité, hein, et puis passer en revue les principales impasses rapidement. Bon, l'origine de la révolution verte, vous le connaissez bien. En fait, c'est l'application du taylorisme, hein, le taylorisme qui avait bien fonctionné dans l'industrie, où on divise les tâches, on spécialise, on intensifie en capital, on standardise pour aller chercher des économies d'échelle, etc. Et on a appliqué ça à l'agriculture, puisque ça avait marché dans l'industrie. Sauf que bon, ça s'est traduit par une augmentation des tailles, une mécanisation, une utilisation massive des pesticides, etc. Et tout ça encouragé par la politique agricole. Je ne vais pas refaire toute l'histoire de la politique agricole. Vous vous souvenez qu'il y a eu une première version où c'était un soutien des prix. Ça n'a pas marché. Pourquoi? Parce qu'on soutenait tellement les prix qu'on a eu des surplus dans tous les domaines. La plupart d'entre vous sont trop jeunes pour se souvenir des mers de lait, des montagnes de beurre, des frigos de viande surgelée. On avait à peu près dans tous les secteurs des surplus qu'on dumpait d'ailleurs sur les marchés mondiaux en écrabouillant les productions locales, principalement en Afrique. Donc ce n'était pas un bon système. Et après, on est passé aux fameuses aides directes. Mais on a aidé surtout les hectares, on a aidé l'intensification en capital aussi par des subsides en capital, et donc on a aussi biaisé le modèle productif vers ce modèle plutôt industriel. Rapidement, les trois P, hein, vous vous souvenez, People, Planet, Profit. Donc faut que, pour être durable, il faut que ça marche au niveau People, au niveau Planète, mais aussi au niveau économique. Et donc si on passe en revue les limites planétaires, je le fais vite parce que vous connaissez tout ça très bien. Ben, on a tous les inconvénients. Appliquer le taylorisme à la nature, ben forcément on se heurte à ce que la nature n'aime pas, c'est-à-dire tout ce qui est assez monotone finalement, tout ce qui est standardisé, plutôt que de travailler sur la diversité, ce qui est le modèle de la nature naturelle. Quand elle peut se développer naturellement, dégradation des eaux, perte de biodiversité, déforestation, ça c'est tous les inconvénients planétaires qu'on connaît. Je vais juste m'attarder sur un petit exemple, qui est quand même l'exemple du phosphate, des engrais phosphatés. Vous connaissez, il y a ceux qui sont d'origine organique. Alors ils ne sont pas tous durables dans ceux qui sont d'origine organique, il y en a qui sont épuisés ou en voie d'épuisement aussi, comme le guano, etc. Et puis il y a surtout les minéraux, et on a utilisé essentiellement les minéraux ces derniers temps. Et là on se heurte à 2 contraintes, une qui est peut-être pas pour demain, mais pour probablement au milieu du siècle prochain, c'est que les stocks sont limités, et ça on le sait, ils sont assez bien identifiés. Donc ce modèle-là, il n'est pas pérenne, ne fût-ce que par un épuisement de la ressource. Et le deuxième, c'est que ces engrais de synthèse ou minéraux, et surtout leur abus, provoquent des problèmes environnementaux importants. Vous connaissez tous ce graphique sur les limites planétaires, hein, tant qu'on opère dans la zone verte, on opère de manière safe. Dès qu'on en sort, on commence à déséquilibrer le système et à l'épuiser, et donc on prend des risques de rupture si on va trop loin. Donc l'utilisation en particulier de l'azote de synthèse et du phosphate de manière abusive provoque des problèmes d'eutrophisation des eaux, provoque des problèmes de perte de biodiversité et d'épuisement des sols. Et donc en fait on a non seulement un dépassement dans cette zone-ci, mais une rétroaction avec les questions climatiques, avec les questions de sol et les problèmes d'eau de surface et d'eau souterraine. Et ça, c'est juste un petit résumé pour bien se souvenir qu'il y a énormément d'interdépendance, surtout dans cette activité agricole, qui est quand même, parmi les activités humaines, celle qui a la plus grande interface avec le milieu naturel. Et donc, ces interdépendances dans le système classique, en particulier, et de la même manière dans un système agroécologique, mais avec plus de vertus, il faut absolument les avoir en tête. Quand on parle de la perte de biodiversité, souvent, des gens qui ne sont pas très initiés se disent mais avec quoi on vient, quoi. Ah, oui, il y a les abeilles, les pollinisateurs, c'est embêtant, etc. Mais il y a des chiffres économiques aussi qui sont intéressants. On a mesuré à l'échelle européenne ce que valaient en quelque sorte les services écosystémiques. Et on arrive à un chiffre
de 234 milliards en 2019. Alors, ça me semble un peu trop précis pour être tout à fait vrai, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup d'estimations là-dedans. Mais même si on a une marge d'erreur de 10 ou 20%, c'est très, très significatif. C'est la valeur ajoutée de toute l'agriculture et de la foresterie en Europe. Et c'est 4 fois le budget de la politique agricole. Et ça, ce sont des services qui nous sont offerts par la nature, pour lesquels il n'y a pas de facture, et qu'on est en train en fait, d'épuiser. Et donc, en termes économiques, moi, je traduis ça comme étant une hérésie par rapport à notre premier cours de gestion. Il y en a sûrement parmi vous qui ont eu un cours de gestion dans lequel on apprend qu'on ne puise pas dans son actif net, donc en détruisant de l'actif ou en créant des passifs, pour financer un flux de revenus. Ça, c'est une recette de faillite. Donc, en détruisant la biodiversité, en détruisant la fertilité des sols, etc., on est en train de faire massivement cette hérésie économique, c'est-à-dire cette destruction d'actifs productifs. Voilà, sur le plan people, ben là vous connaissez aussi, je le fais rapidement, c'est la première réduction drastique des agriculteurs, c'est déjà une preuve par l'absurde que le système épuise les agriculteurs. On sait en Wallonie qu'il y a une ferme sur 4 qui a un repreneur identifié, si je ne me trompe, et que donc il y a un problème de renouvellement de la population agricole qui est majeur, ce qui veut dire que l'attractivité quand même du boulot est en cause de manière assez massive. Et il y a toute une série d'autres indicateurs que pour les agriculteurs, en tout cas, le système sur le plan humain est un système qui n'est pas qui est malsain. Au niveau des consommateurs, alors on se passe à l'autre bout de l'échelle de la chaîne agroalimentaire, et de ce côté-là, ben, on voit aussi que les problèmes de santé publique qui coûtent de plus en plus cher sont des problèmes qui sont liés à l'alimentation, et que donc une nourriture qui est trop processée, on parle de ultra-processed food, etc., est génératrice de toute une série de problèmes de santé publique, et les coûts deviennent considérables. Voilà, donc je ne peux pas rentrer trop dans le détail parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Mais donc ce qui est important au niveau économique aussi, c'est de se souvenir que dans ce système où on a finalement spécialisé les agriculteurs dans une production intermédiaire, en fait, dans la plupart des cas, ils produisent une matière première industrielle qui va être processée derrière, et ils la produisent dans un modèle conventionnel avec beaucoup d'intrants, et donc ils se retrouvent coincés entre des géants de l'industrie en amont et en aval, puisque leurs fournisseurs sont des grosses boîtes internationales, leurs acheteurs aussi. Et donc, ce qui se passe, c'est que ça a 2 conséquences. Bien sûr, la première, c'est qu'ils sont purs price takers, comme on dit. Ils n'ont aucun pouvoir de négocier leurs prix, ils les subissent en amont et en aval. Ce qui veut dire que leurs marges sont structurellement érodées dans le temps. Moi, j'ai regardé sur des longues périodes. Si je prends les intrants agricoles comme l'urée, le phosphate, l'énergie, etc., et des produits agricoles, des indices sur le lait, le sucre, sur le bœuf, sur longue période, ben, j'observe que les prix des outputs varient en moyenne de l'ordre de 1% par an, en nominal, sur très longue période, et le prix des intrants, on est plutôt de l'ordre de 3 à 3,5%. Donc on voit l'effet de squeeze sur la marge qui est systématique. Et donc l'autre conséquence, et on en parle moins, c'est qu'on concentre, c'est que ces prix en amont et en aval sont des prix mondiaux. Ce ne sont pas des prix au détail, ce sont des prix de gros, ce sont des prix mondiaux qui fluctuent. Et qui fluctuent pas toujours de manière parallèle entre les intrants et les produits. Et que, assez curieusement, alors qu'on a des géants de l'industrie en amont et en aval, le risque de fluctuation, donc le risque de volatilité, il est concentré sur l'agriculteur. Or, dans la chaîne, c'est quand même celui qui est le moins bien équipé pour se couvrir par rapport à ce risque. Ça m'avait frappé pendant les manifestations des agriculteurs l'hiver dernier. Il y en a un qui était interviewé, qui était un producteur céréalier, qui était devant son écran et qui regardait le cours des céréales à Chicago. Et je me dis, pour voir quand il devait vendre son stock, etc., je dis, c'est sans doute assez smart de le faire. Mais qui sont les agriculteurs qui peuvent prendre du temps pour faire ça? Et dans cette chaîne où il y a des professionnels en amont et en aval, ça n'a aucun sens de concentrer ce risque de prix sur le maillon qui est le moins bien positionné pour le gérer, pour intervenir sur les marchés à terme, que sais-je, pour essayer de couvrir son risque.
Et donc ça, c'est les deux conséquences économiques principales et qui ont pour conséquence de progressivement faire disparaître la population des agriculteurs. Et on observe à peu près partout, notamment en Europe, que cette population est en chute libre. Alors on pourrait se dire, oui, mais elle est en chute libre parce qu'il y a des gains de productivité, et donc le revenu des agriculteurs augmente, ce qu'on observe dans plein d'autres secteurs. Hein. Dans plein d'autres secteurs, quand il y a des gains de productivité, ben, ça profite un peu à l'actionnaire de la boîte, à une augmentation de salaire des ouvriers, et parfois à une baisse de prix au profit des consommateurs. Les gains de productivité, ça se répartit souvent de cette manière-là quand on regarde dans les autres secteurs. Ici, en agriculture, ben, les gains de productivité, ils profitent absolument pas aux agriculteurs. Ils sont captés en amont ou en aval, ou dans ce qui reste en termes de valeur ajoutée pour l'agriculteur, la part de rémunération du capital augmente par rapport à la rémunération de son travail, puisque les fermes sont devenues plus intensives en capital. Et donc ça se passe à travers des remboursements bancaires, à travers d'autres choses. Et donc le revenu finalement de l'agriculteur, sur longue période, on voit qu'il a stagné en Belgique. Alors je me suis arrêté ici en 2020, on a un pic en 2022 avec la guerre en Ukraine qui fait remonter la moyenne, mais il est très temporaire. Cette tendance, elle est très très claire, elle est dans le meilleur des cas à la stabilité, alors que les revenus dans le reste de l'économie continuent à augmenter. Quand on voit ça, on comprend aussi pourquoi on a de moins en moins d'agriculteurs ou de repreneurs de fermes. On a un problème qui n'est pas conjoncturel, qui est structurel. Et il est lié au fonctionnement même du système. Il n'est pas lié à des circonstances externes, il est vraiment lié au fonctionnement même du système. Alors, je disais en termes d'hérésie économique, ce que je disais tout à l'heure, c'est que l'actif net, c'est-à-dire la fertilité des sols, par exemple, qui est vraiment l'actif productif, si on prend au sens premier du terme, à partir du moment où, comme on l'observe chez nous, on a une érosion à peu près systématique des taux d'humus dans le sol, on a des sols qui sont de moins en moins stables, avec du limon qui fout le camp dès qu'il y a des pluies, etc. Mais on est en train d'éroder progressivement l'actif productif pour le transformer en flux de revenus, et donc à terme on va se priver de ces services écosystémiques. Le système, toujours d'un point de vue purement économique, a un coût croissant pour les finances publiques. Alors pas tellement, oui, il y a bien sûr des subventions agricoles, mais qui sont plutôt stables dans le temps. Par contre, ce qui augmente fortement, c'est les coûts en soins de santé à l'autre bout de la chaîne. Alors, ça n'est pas, vous allez me dire, qu'un problème agricole, c'est aussi des habitudes de vie, c'est aussi culturel, il y a plein d'autres facteurs qui jouent là-dedans, mais il est clair que tout ça est quand même lié à des chaînes relativement longues, et qu'à contrario, un des bénéfices des circuits courts et de ramener les gens vers une alimentation plus proche de la terre, c'est aussi de se débarrasser de ces nourritures trop transformées. Et donc, ben voilà, à l'échelle de la France, moi j'avais été frappé, on est à 20 milliards d'euros pour les maladies qui sont liées à l'obésité et à l'alimentation. Et on est dans le même étiage que le coût de l'alcool et le coût du tabac. Sauf que le taux de croissance de ces dépenses-là est beaucoup plus rapide que l'alcool et le tabac. Donc on va assez rapidement dépasser ces montants-là. Voilà, le système en plus est très très peu efficace finalement, hein, puisqu'on a des gaspillages importants. Alors c'est un slide de McKinsey, hein, qui ne sont pas des gauchistes connus. On a un gaspillage extrêmement important au niveau des produits. On a un énorme gaspillage au niveau des systèmes de l'utilisation des engrais, puisqu'il n'y a qu'une fraction qui est vraiment utile à la croissance des végétaux, et le reste nous cause plutôt des problèmes. Hein. On parlait d'eutrophisation, etc. Donc ceci a un petit bénéfice économique, tout le reste a un coût économique caché ou différé. Et donc si je reviens à mon petit schéma des 3 P, on a au niveau planète, ben, on va pas repasser à travers tout, mais on n'a que du rouge, hein, perte de biodiversité, destruction d'actifs productifs et création de passifs environnementaux. Je n'ai pas mentionné explicitement les gaz à effet de serre, mais on sait que l'agriculture représente en direct une partie importante, mais en indirect aussi, puisqu'une bonne partie de la déforestation est liée à de la production agricole également. Donc on est dans le rouge partout. Au niveau humain, ben, on est dans le rouge certainement du côté des agriculteurs.
du côté alimentaire, c'est ici que ça déconne. C'est ce câble-ci qui bouge. Et alors, même au niveau purement économique, qui tire profit du système? Oui, il y a l'industrie en amont et en aval. Il y a peut-être le pouvoir d'achat des consommateurs. Oui, un petit mot, vous savez que la part dans le budget des ménages qui est consacrée à l'alimentation est passée d'une trentaine de pourcents il y a une cinquantaine d'années à 14% maintenant. Donc on pourrait se dire que ça a libéré du pouvoir d'achat pour faire d'autres choses et donc ça contribue à l'amélioration du niveau de vie. Ouais, sauf que, comme le disait l'autre, je ne sais plus qui, l'alimentation, on la paye 4 fois en fait. On la paye quand on va au magasin, on la paye en impôts, on la paye en dégâts environnementaux, ou nos enfants la payeront en dégâts environnementaux, et on la repaye en soins de santé ou en dégradation de la santé. Donc ce gain-là, il est quand même à relativiser. Alors il y a évidemment certaines fermes, tous les agriculteurs ne sont pas dans une situation misérable, il y a des gens qui gagnent bien leur vie, au moins temporairement, parce que dans ce système, ils ont réussi à s'adapter, à aller plus loin dans cette logique de spécialisation, de taille, d'intensification, et donc ils vont encore peut-être tenir pendant une génération, mais comme c'est structurel et que les trends sont très très clairs, à la génération suivante, il faudra aller encore plus loin dans le système pour survivre. Ou alors on sort du système par non-transmission de la ferme ou d'une manière ou d'une autre. Ou alors on sort du système en allant vers l'agroécologie, ce qui est peut-être une bonne idée. Voilà. Est-ce que l'agroécologie peut être aussi une réponse économique? Alors au niveau de la société, oui, hein, je veux dire, par rapport à ces questions, et souvent on les sous-estime. Moi je suis extrêmement préoccupé par ces questions de coûts liés à la malbouffe, parce que c'est des bombes à retardement. Quand on voit les taux d'obésité chez les adolescents dans un certain nombre de pays, mais qu'est-ce qu'on va faire quand ils seront adultes, quoi? Je veux dire, non seulement ça va coûter cher en maladie, mais aussi en incapacité de travail, en toute une série de problèmes. Donc l'amélioration qualitative de l'alimentation, c'est aussi un point extrêmement important et qui est mal documenté. Moi, ça me frappe aussi qu'en termes d'études scientifiques, il y a peu d'études qui essayent de tracer l'impact sur les nutriments des itinéraires techniques. On a des études entre le bio et le non-bio et des choses comme ça, mais au niveau, par exemple, du sol vivant, hein, on parlait de maraîchage sur sol vivant tout à l'heure, Tom va en reparler. Là, il y a quelques traceurs, en quelque sorte, de nutriments, mais il y a peu d'études systématiques, et je trouve que c'est vraiment un champ d'études qui est très important. Donc, tous les co-bénéfices dans le concept One Health, amélioration de la biodiversité et des services écosystémiques, et au niveau paysager aussi, renforcement des zones rurales, à de petite échelle. Hein, on le voit ici dans une ferme comme celle-ci, dans la ferme de la Préale, que nous avons créée à Haché dans le Condro. Aujourd'hui, il y a une petite communauté qui commence à se créer autour de cette ferme, donc ça recrée de l'emploi, ça recrée de l'activité, ça recrée du tissu social dans les villages, et donc c'est quand même des éléments importants pour la société. Si on prend les bénéfices pour les agriculteurs, là c'est un peu plus mitigé parce qu'il y a du pour et puis il y a des défis. L'amélioration des marges brutes en principe par une réduction des coûts, puisqu'on va couper à peu près dans tous les intrants, et dans une partie du travail mécanique du sol, donc en termes d'énergie et d'équipement, ça devrait permettre d'être un peu moins lourd que l'agriculture traditionnelle. Et puis, un des principes de l'agroécologie aussi, c'est d'aller plus loin vers le produit final, seul ou en partenariat avec d'autres. Et donc, le fait d'avoir moins d'intrants ou plus d'intrants et d'aller vers un produit final fait aussi que non seulement on peut améliorer la marge, mais on se met à l'abri des fluctuations de prix. Ce que je disais tout à l'heure, puisque il y a un prix de l'azote de synthèse qui est lié au prix du gaz naturel, il n'y a pas de prix pour l'azote atmosphérique. Si, il y a un prix des semences pour les légumineuses, pour le fixer, mais c'est pas du tout la même équation que quand on est exposé directement à des fluctuations de prix mondiaux. Même chose, il y a un prix mondial du lait, mais il n'y a pas un prix mondial du yaourt, de la crème glacée ou du produit à valeur ajoutée. On est dans un rapport d'abord de termes, de capacité de fixer les prix qui n'est pas du tout le même, et surtout on est à l'abri de fluctuations qui sont extrêmement amples, hein, si on regarde les volatilités des prix mondiaux et l'impact que ça peut avoir sur un compte d'exploitation d'une ferme. Voilà, diversification accrue, puisque par définition on va diversifier.
préservation du capital productif, et en particulier la fertilité intrinsèque des sols. Les défis, c'est évidemment plus de complexité, les coûts et les risques, en tout cas pendant la période de transition, et le fait qu'on diversifie les produits veut dire qu'on doit diversifier aussi les filières de valorisation, et c'est souvent une question qui est parfois difficile à résoudre. Et c'est certainement des défis qu'il faut adresser, pas toujours individuellement, parfois collectivement. Et voilà. Alors il y a eu quelques études quand même sur la performance économique de l'agroécologie. Ici c'est une synthèse en 2019 de toute une série d'études qui ont été faites sur différentes filières en Europe. Et on voit que dans différents types d'indicateurs économiques, qui ne sont pas les mêmes dans chaque étude, mais on voit généralement une tendance à un progrès des résultats économiques au niveau des fermes. Donc c'est quand même assez intéressant. Et une étude plus récente qui est sortie cette année-ci, et là aussi c'est une revue de publication internationale qui montre qu'en moyenne, le passage à des pratiques agroécologiques a tendance, et ça c'est sur base de surveys aussi d'agriculteurs, a tendance à améliorer la situation économique, que ce soit au niveau des revenus ou de la diminution de la charge de travail. Il y a de nouveau plusieurs indicateurs possibles. La seule limite de cette étude-là, c'est que c'est une étude mondiale, mais où il y a peu d'échantillons sur l'Europe. Donc c'est plutôt... voilà, il faut que ces études continuent à se développer pour pouvoir documenter davantage les choses. Alors, peut-être les implications à l'échelle de la politique agricole commune d'abord, au niveau européen. Ce qu'on espère, c'est d'avoir, après la première PAC qui avait biaisé le marché des produits avec des prix artificiellement élevés et les inconvénients qu'on a connus à l'époque, une deuxième PAC qui a biaisé les coûts relatifs des facteurs de production, poussant vers un modèle productif assez industriel. Mais on espère qu'il va y avoir une troisième PAC, et que dans cette troisième PAC, on va d'abord soutenir les agriculteurs plutôt que les hectares, donc que la dimension soutien à la personne va être plus directe, et que on réoriente en fait, on démantèle progressivement le système de subsides à l'hectare pour le réorienter vers les agriculteurs, les personnes, et surtout pour aider le changement de pratique agricole, parce que finalement ça n'a pas beaucoup de sens aujourd'hui. L'argent du contribuable, et on est quand même tous contribuables aussi, il est de manière assez indifférenciée, même s'il y a un peu de système de MAE, etc. Il est un modèle qui est un modèle destructif d'actifs pour nos enfants. Donc moi je ne suis pas d'accord de payer des impôts pour financer des pratiques qui sont destructives de ça. Par contre, je suis tout à fait d'accord de payer des impôts pour créer du bien public. Ça, c'est la logique même. Or, le bien public, c'est la préservation du capital productif, c'est la préservation de la biodiversité, c'est la préservation de toute une série de choses qui vont certes bénéficier peut-être un peu à l'agriculteur, mais surtout majoritairement à la société. Et donc, ça que sert l'impôt. Et donc, aujourd'hui, on a des agriculteurs qui manifestent parce qu'ils ne gagnent pas bien leur vie et parce qu'on leur met des contraintes environnementales qui ne sont pas toujours compensées. Et donc, c'est des vraies contraintes. Si ça ne devient pas des contraintes, mais ça devient des objectifs qui font l'objet d'une rémunération, ça va peut-être un peu changer aussi la posture par rapport à ces éléments-là. Et donc voilà, et après il y a des questions aussi liées au problème de fluctuation des prix sur lesquels on devrait pouvoir agir aussi. Alors ce qui est intéressant, c'est que il y a eu donc Van der Leyen au mois de mars a lancé le dialogue stratégique sur le futur de l'agriculture en Europe. Et le rapport est sorti maintenant au mois de septembre. Ah, shit. Et en fait, je vais vous le lire, hein, les 3 objectifs prioritaires pour la PAC, tels qu'ils sont repris dans les recommandations, c'est d'abord un focus des aides sur les agriculteurs qui en ont le plus besoin. Donc ça, c'est déjà peut-être une bonne idée. Il faut savoir que actuellement, c'est fatigant. Hein. Essaye de tenir un peu le câble, mais
Voilà, comme ça, bouge plus. Donc, les agriculteurs... Il faut savoir qu'aujourd'hui, 80% des aides vont à 20% des agricultures, et c'est souvent les plus grandes. Deuxièmement, promouvoir les progrès environnementaux et sociaux. Donc ça va dans le sens de ce que je disais sur le slide précédent. Donc c'est d'essayer d'encourager dynamiser les zones rurales. Alors financer la transition avec l'implication de la BEI, qui est quand même de gros moyens pour aider aux changements techniques aussi et d'équipements, etc., qui sont nécessaires. Et intégrer la durabilité dans les traités commerciaux. Autre grande revendication, à raison d'ailleurs des agriculteurs, c'est de dire on est incohérent entre les exigences environnementales et sanitaires qu'on a en Europe si on n'applique pas les mêmes règles dans nos traités commerciaux. Donc ça, c'est quand même assez encourageant. Et il y a un passage sur l'agroécologie, pour la première fois dans un rapport officiel au niveau européen, qui est quand même assez élaboré et qui reprend la promotion des pratiques agroécologiques au niveau des fermes et au niveau des systèmes alimentaires. Donc ça veut dire soutenir crop rotation, les couverts, la diversification, le non-labour, etc. Je ne vous fais pas toute la liste, vous en avez pour toute la journée d'ailleurs. Et ça va jusque aux encouragements aussi au circuit court, au CSA, etc. Donc, en tout cas, alors est-ce que tout ça va être traduit dans une politique? On n'en sait encore rien. C'est un rapport d'experts qui a fait l'objet d'une large consultation, à laquelle d'ailleurs Agroécologie Europe a participé. Et ça se retrouve dans un rapport qui a été remis à la nouvelle commission maintenant, et ça devrait quand même d'une manière ou d'une autre percoler dans les débats sur la prochaine phase quinquennale de la PAC. Alors au niveau de la région wallonne, il y a des choses à faire aussi, en particulier le soutien public à l'accompagnement et au conseil indépendant. C'est aussi une revendication des agriculteurs qui se plaignent d'avoir comme conseillers essentiellement des fournisseurs d'intrants principalement. Ce soutien à l'accompagnement au conseil indépendant, dans le rapport que je viens de citer, je crois qu'il est mentionné 15 fois. Donc c'est aussi quelque chose sur lequel on assiste beaucoup au niveau européen. Mais au niveau wallon, il y a une initiative qui a été soumise au nouveau gouvernement et qui viserait en fait à octroyer, un peu comme des chèques formation, mais ce serait des chèques transition, aux agriculteurs qui pourraient choisir le partenaire avec lequel ils souhaitent travailler parmi un certain nombre d'opérateurs agréés. Je trouve que c'est une approche qui est intéressante. Alors, il faut travailler aussi sur une sorte de fonds de garantie pour couvrir les risques pendant les périodes de transition, d'une manière ou d'une autre. Et alors, on parlait de la diversification des productions et donc du développement des filières. Il y a déjà pas mal d'initiatives qui sont prises dans la région pour favoriser le développement de ces filières, et c'est certainement quelque chose qui pourrait être intensifié. Voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour. J'ai essayé de rester dans le temps imparti. Je crois que tu peux lâcher le câble, parce qu'on est au bout. Et maintenant ça c'est l'ironie du sort, c'est que ça va rester... Ah non, ça saute quand même. Bon, je propose que on gère la logistique pour le prochain intervenant, parce que c'est un peu fatigant pour l'audience. Voilà. Très bien. Merci. Voilà. Je ne sais pas si ça suscite des questions ou s'il y a des choses... Ouais, ben moi, il y a quelque chose qui me chagrine ou qui m'embête, c'est qu'on demande beaucoup aux agriculteurs de faire le travail. C'est eux qui doivent être la source de création, enfin d'innovation en termes biodiversité, économie. On voit, on les pousse à faire du circuit court. Mais est-ce que le système économique lui-même ne devrait pas aussi un peu se regarder et faire le constat que, environnementalement, aujourd'hui, le système économique, sans penser à la production alimentaire, est déjà à bout de souffle. On voit aujourd'hui, il y a des cryptos, il y a d'autres systèmes économiques qui sont plus durables, qui mettent des innovations en place, des innovations sociales pour que tout le monde ait accès à la ressource, que ce ne soit pas un système d'héritage, le système économique. Est-ce que toi, en tant qu'économiste, tu vois des pistes qui vont bien au-delà du coup de la production agricole qui soutiendraient
à terme, par ruissellement, en fait, les petits indépendants? C'est une question complexe. D'abord, Ouais. je fais un petit bémol sur le côté durable des cryptos, parce que... Mais non, mais il y en a certaines, mais on pourra en parler, mais il y en a certaines qui le sont, en tout cas. Ouais. Non, alors, d'où peut venir le changement? Je crois que quand je regarde ce qui se passe plus généralement, en fait, il y a trois sources de pression pour que le système change. La première, elle vient quand même un peu des consommateurs. Ouais. Alors, insuffisamment, ça on le sait. Donc il y a un problème de sensibilisation, de motivation. Moi, je conteste absolument l'assertion selon laquelle se nourrir sainement coûte plus cher que... voilà, il suffit de... si on compare un produit bio au même produit conventionnel, il va sans doute être plus cher. Mais quand on se nourrit sainement, on prend aussi moins de produits transformés, on prend plus de soda. Enfin, il y a des tas de trucs qu'on élimine du caddie, j'allais dire. Et donc, voilà. Donc ça peut venir du consommateur, ça peut venir d'autres pressions sociales. Je constate quand même dans les entreprises, en particulier dans les jeunes, la recherche de sens, etc., il y a quand même pas mal de jeunes qui ne veulent plus faire n'importe quoi. Donc là, et quand on discute avec des responsables ressources humaines qui font du recrutement de talent ou de la rétention de talent, c'est vraiment une dimension qui commence à changer pas mal. Et alors, au niveau même des entreprises, au niveau des conseils d'administration, etc., il y a quand même un cadre réglementaire qui est en train de se mettre en place en Europe, parce que ce n'est pas vrai partout. Les fameuses directives sur le reporting non financier, les CSRD, les CSDD qui vont débarquer maintenant. Et moi, j'observe ça étant directement et indirectement observant ce qui se passe dans les conseils d'administration. Pour l'instant, on est encore dans une phase un peu de ce que j'appellerais de box ticking, c'est-à-dire qu'il y a des nouvelles exigences et tout le monde panique en disant mais comment est-ce que je vais collecter toutes les datas pour être en règle. Donc c'est une approche très compliance, quoi. On doit publier un certain nombre de choses et on se gratte la tête, ça coûte très cher pour mettre tout ça en place. Et ça, c'est une première phase, mais on voit émerger dans certaines entreprises une deuxième phase de réflexion, c'est de se dire, ok, si tout ça se met en place, ça veut dire qu'on va fondamentalement shifter un certain nombre d'investissements de certains secteurs ou de certaines pratiques vers d'autres pratiques. Et donc comment, moi, en tant qu'entreprise, producteur, je ne sais pas moi, de matériaux de construction ou de boîte de conserve, comment est-ce que je fais mon business dans ce nouveau contexte? Et là, ça devient des questions stratégiques qui sont beaucoup plus intéressantes, parce qu'on s'interroge sur le cycle de vie des produits, sur le biosourcing, sur les emballages, que sais-je. Et ça commence à faire bouger un peu les lignes à ce niveau-là. Et donc je crois que c'est un système vivant, finalement, l'économie, hein, et qu'il n'y a pas une source de changement. Il y a de multiples sources de changement, et chaque acteur, que ce soit au niveau des consommateurs, des agriculteurs, doit évoluer. Et l'objectif de la Maison de l'agroécologie, c'est de faire dialoguer une série de gens pour essayer d'aligner progressivement les planètes et de faire bouger les curseurs dans la bonne direction. Okay. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Ouais, plus ou moins. Mais alors après, on parlera des cryptos, on prendra un café. Et justement, je vais ouvrir juste une question très pratique. Est-ce que la June, il y en a peut-être qui connaissent la June ici, pourrait être une monnaie d'échange utilisée au sein de Permaproject? Et si tu connais pas la June, je pourrais t'expliquer comment ça fonctionne, mais c'est une monnaie d'abondance. Ouais. Donc c'est inspiré plutôt des économies que vivaient les Amérindiens, des économies d'abondance où on partage toutes les ressources annuelles. En fin d'année, il n'y a pas quelqu'un qui capitalise, les ressources sont réparties, sont même parfois brûlées, on accepte de rendre à la terre. Et ça rebalance les clés économiques chaque année pour que chacun puisse être moteur d'innovation. Et donc voilà, c'est une proposition que je fais, mais je n'ai pas besoin de réponse. Je vais peut-être laisser mon micro à... Je veux juste quand même répondre en disant que Permaproject n'en est pas encore au stade de faire des profits. On arrive tout juste à couvrir les coûts et à faire en sorte que les différents maraîchers notamment se rémunèrent à peu près décemment. Donc on en est là, le jour où on fera des profits, on verra ce qu'on peut en faire d'utile. Aussi, une question réflexion. J'espère pas faire trop long. Je pense qu'on a récupéré
la notion d'économie, qui est en fait les règles qui régissent la maison. C'est pas une question de profit. Par contre, le progrès économique est intéressant parce que c'est ce qui légitimise le monde du travail. Et en fait, s'il n'y a pas de progrès économique, en fait, on vit dans l'esclavage. Si notre travail ne fait que répondre à nos besoins fondamentaux, on peut se dire, tiens, est-ce qu'on ne vit pas en esclavage ? Donc, il y a cette notion d'économie à prendre en soi. Tiens, qu'est-ce que l'économie dans ma vie ? Qu'est-ce que la maison ? Qu'est-ce que les règles qui régissent la maison ? Je me demandais si cette conférence n'était pas un peu le synopsis du 4e épisode, qui fait la suite du 3e, qu'on a beaucoup entendu parler quand on était petit. Excusez-moi, c'est un peu fragile. Mais je pense qu'on ne nous a pas parlé du 2e ni du 1er. On nous a parlé du 3e Reich. Et en fait, j'ai l'impression que le constat que tu fais, c'est un peu l'histoire du 4e Reich. Et qu'on est en train de comprendre dans quoi on vit. Et qu'on a besoin de retrouver le pouvoir. Et de ne pas tant attendre de l'extérieur. On peut l'influencer. Mais je pense que c'est... Enfin, moi, ça bout en moi. J'ai difficile à le partager. Mais voilà, c'est vraiment ancré en moi. Et je pense qu'on doit prendre les choses nous-mêmes. Et juste profiter des ressources qui sont là, quoi. Et accompagner la nature qui est abondante. L'abondance est là. Et voilà, il y a juste à s'organiser. Voilà, j'ai dit. Mais je peux peut-être un tout petit peu réagir avec un exemple. Hein. Effectivement, on a perdu le pouvoir quand on voit où on en est. Je crois qu'on voit beaucoup d'agriculteurs qui sortent du système, mais j'allais dire qu'ils sortent les pieds devant, c'est-à-dire qu'ils arrêtent leur activité et il n'y a pas de repreneur. Mais on en voit qui sortent du système pour reprendre le contrôle. J'ai en tête une ferme laitière dont j'oublie le nom, que j'avais été visiter il y a quelques années quand j'ai fait moi-même une formation en agroécologie, avec Alain que vous avez entendu hier. Et on est allé voir cette ferme, un fermier qui est une ferme laitière classique. Hein. Il avait une centaine de bêtes, une soixantaine d'hectares, il faisait de culture fourragère, et il vendait son lait à la laiterie, et il ne parvenait pas à en vivre. Et il a décidé de ne plus rien acheter en industrie et de ne plus rien vendre en industrie. Donc il a réduit son cheptel, prairie permanente, il est passé en bio. Ses enfants, 2 de ses enfants sont revenus à la ferme pour faire de la crème glacée, du beurre, du fromage, enfin tous des sous-produits pour ne plus vendre à la laiterie. Et aujourd'hui, il y a 2 familles et demie qui vivent sur la même surface. Donc il a repris le contrôle de son destin économique. Et il l'a fait au départ, pas pour des raisons environnementales, il l'a fait purement pour des raisons de survie économique. Mais en plus, sur le plan environnemental, c'est plutôt bien. Et sur le plan de la qualité des produits aussi. Donc on voit là un peu la cohérence entre... Toi tu l'exprimes assez justement sur la forme d'une reprise de contrôle et de réinteragir avec ce que nous donne la nature un peu plus naturellement. Et ça remet en fait l'agriculteur au centre du dispositif en fait. Du paysage. Du paysage. Il y a 2 questions derrière. Je pense quand même que la PAC a toujours influencé le modèle économique de l'agriculture et qu'elle influence encore aujourd'hui. La nouvelle PAC est vraiment... Enfin, moi j'ai l'impression qu'elle est vraiment favorable à un avenir plus agroécologique. Enfin, il y a quand même beaucoup... Si on la comprend bien, si on la lit jusqu'au bout, il y a quand même beaucoup de choses qui vont faire... Enfin, moi je suis vraiment très... optimiste envers cette nouvelle PAC. Il y a quand même Quand vous dites la nouvelle, celle qui va venir ou celle qui est en cours pour l'instant? C'est pas 2020, c'est pas celle de maintenant, la nouvelle 2024 ou c'est 2025? Je sais plus. La dernière. La dernière, celle qui est en cours. Oui. Ouais. Et moi, je pense que c'est surtout ça qui influence en fait l'économie agricole et la transition des fermes. J'ai l'impression parce que elle est je pense qu'elle est vraiment favorable à l'environnement, en fait. Beaucoup plus qu'avant. Et je pense que c'est elle qui a toujours décidé qui a décidé au passé et qui va décider dans l'avenir. Donc, voilà. Je suis d'accord que la PAC actuelle est un peu plus verte que la précédente, mais pour moi, c'est exactement comme les voitures de société. C'est-à-dire que les voitures de société sont une hérésie environnementale et à tout point de vue, mais on essaie de les rendre un peu moins hérétiques en favorisant la voiture électrique. Et pour moi, la phase actuelle de la PAC, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'on est resté dans le modèle
qui biaise en faveur d'un modèle très industriel, et on l'a teinté un peu plus en vert. Donc on est un peu dans cette contradiction, cette cote mal taillée entre les deux. D'ailleurs, cette PAC a été négociée avant le Green Deal, et donc un des débats était de savoir si on allait la rendre compatible avec le Green Deal, ce qu'elle n'est pas aujourd'hui. Mais c'est vrai que c'est une étape par rapport à ce qu'on a connu dans le passé, mais je pense qu'il faut aller beaucoup plus loin et simplifier le système. Moi, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais on fait une proposition de dire il faudrait en fait une subvention qui est une subvention à la valeur ajoutée par unité d'exploitation. Donc ça, c'est extrêmement neutre par rapport au modèle productif. Mais en même temps, on ne soutient pas non plus des canards totalement boiteux qui n'ont pas de valeur ajoutée, parce que ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Et puis, avec un système de bonus-malus. C'est-à-dire que le subside augmente d'un X% ou Y% en fonction de certaines pratiques agricoles. Et inversement, si on voit des dégradations, je dirais, ou on observe des pratiques qui dégradent l'environnement, il faut un malus, c'est-à-dire que le subside diminue. Donc de manière à avoir quelque chose qui est beaucoup plus simple, beaucoup plus facile à observer et à contrôler aussi, plutôt que des montagnes administratives extrêmement complexes, je crois qu'on peut simplifier le système et donner un signal clair où en fait l'argent du contribuable, il est là pour soutenir l'agriculture économiquement viable, mais surtout soutenir particulièrement des pratiques qui créent du bien commun finalement, du bien collectif. Donc la PAC, je suis tout à fait d'accord, c'est très structurant évidemment, puisque c'est quand même ça qui donne les indicateurs principaux pour les agriculteurs. La PAC actuelle est un peu moins mauvaise que la PAC précédente, mais je pense que le vrai débat, il va se faire sur la phase 2027-2032, je crois. Et pour ça, le rapport que j'ai mentionné est un rapport vraiment intéressant, parce que la tonalité est très très différente de tout ce qu'on a vu dans le passé en Europe. Voilà, enfin un grand merci pour la conférence, c'était super intéressant, mais quelque part, bon, qui est l'acheteur? Bon, celui qui vend à la ferme, il le connaît, celui qui vend pas à la ferme, au niveau des fruits et légumes en tout cas, c'est en réalité la grande surface. Et combien de gérants de grande surface ne m'ont pas dit, c'est moi qui décide ce que la ménagère va acheter et pas l'inverse. Il suffit que je théâtralise le produit, je le mets au carrefour de 2 allées à 1,60 m de haut, je mets un spot au-dessus et un article et une pancarte fluo où il est mis promo. Même si on a bourré le crâne avec l'agroécologie, le bio, etc., à la ménagère, elle n'a pas spécialement le temps. Tout le monde sait ce que c'est, on termine son boulot, on va vite faire ses courses, c'est ça qu'elle va acheter. Donc, quelque part, aussi la publicité, on a l'impression que ça ne nous influence pas, mais si ça coûte plus de 1 000 € la seconde entre le JT et le feuilleton à la con, c'est pas pour rien. C'est que ça a un impact. Absolument. Quelque part. Hein. Absolument. Et c'est tout à fait vrai. D'ailleurs, ça me frappe aussi quand on entend, je suis beaucoup en voiture, donc j'écoute quand même beaucoup la radio, les publicités des supermarchés, dans 95% des cas, c'est sur le prix. C'est sur ceux qui gagnent le plus. C'est sur le prix, et ils ont réussi à faire passer dans la tête des gens, par exemple, que c'était toujours moins cher au supermarché. Or, si vous regardez une étude récente, je crois que c'était dans le Tchèque ou dans Bio-Wallonie, je ne sais plus, qui a comparé les prix des produits bio dans des magasins spécialisés bio et dans des produits bio dans les supermarchés, en fait, il n'y a pas de différence de prix significative en faveur des supermarchés. Ça dépend des produits, il y a des différences dans les deux sens. Et donc, en moyenne, les supermarchés ne sont pas moins chers dans des produits bio que des magasins spécialisés bio. Et ça, c'est quelque chose, moi, je lis cette étude, mais ce n'est pas intuitif, parce que tellement on est matraqué par le fait que le supermarché est moins cher. Non, il n'est pas moins cher, il écrase un peu plus les producteurs, ça c'est sûr. Par contre, ce qui est intuitif, c'est la qualité. C'est que, en tout cas, moi qui viens d'un milieu éduqué, c'est que moins il y a d'intermédiaires, moins je passe par l'industrie, même si le prix, c'est la qualité du produit que je vais avoir nutritionnellement. Bien sûr, bien sûr. Et en tout petit, ce qu'on fait à la ferme de la Préale, c'est d'essayer de créer une halle, par exemple. Ça, c'est le projet de cette année-ci. Parce qu'on a une culture de marché en Belgique, mais on n'a pas une culture de halle comme en France, ou comme en Italie, ou comme en Espagne. Et avec la météo qu'on a, se mettre à l'abri du cagnard ou de la flotte, c'est quand même pas mal. Et l'idée, c'est de faire déjà ce qu'on fait aujourd'hui à la ferme avec des produits de boulangerie, pâtisserie, des produits du maraîchage, etc., mais de le faire avec une gamme complète
avec tout ce qui est disponible aux alentours, dans des fermes qui font aussi de la viande, des fromages, des tas de trucs. Donc on a un petit peu de ces produits-là aujourd'hui, mais on veut le faire plus. Parce qu'il faut aussi arriver à prendre des initiatives qui facilitent la démarche du consommateur. Il y a des gens qui sont motivés. Alors il y a les militants absolus, ceux-là, ils y sont déjà. Et puis il y a les gens qui sont un peu à la marge, qui disent, moi je veux bien faire un peu cet effort-là, mais je ne vais pas faire 4 bêtes pour faire mes courses, quoi. Donc il faut aussi pouvoir leur proposer, j'allais dire, une gamme complète, la plus courte possible, ça c'est sûr, et généralement avec des producteurs des environs qui peuvent identifier, quoi, ou qui connaissent. Mais bon, c'est une goutte d'eau, hein, mais enfin, il y a quand même des réseaux qui se développent. Il y a des réseaux de Gazap aussi qui se développent pas mal. Il y a artisans, c'est quand même un... paysans artisans qui se développent. Et, enfin, 5C, maintenant, ça fait quand même pas mal de coopératives. Donc voilà, le supermarché, ça restera... Alors, de manière plus générale, la publicité, pour moi, je ne comprends pas qu'on n'arrive pas à réglementer un peu plus la publicité. On a un jury d'éthique publicitaire, mais je sais qu'il n'y a pas si longtemps, on entendait, ça me faisait bourdir chaque fois, des pubs pour le mazout, chaleur innovante, chaleur rassurante, c'était ça le slogan. Je me dis, mais comment est-ce qu'un jury d'éthique publicitaire ne s'empare pas de ça? On va interdire les chaudières à mazout. Donc pousser les gens encore à s'équiper avec ce type de solution-là, c'est scandaleux, quoi. Enfin, pour donner un exemple dans lequel je suis en plein dedans, ça devrait être d'ailleurs strictement interdit. Les 2 pommes dont on fait le plus la pub, c'est la Pink Lady pulvérisée 35 fois, Ouais. ou en Belgique la John Hagel pulvérisée 25 fois, alors qu'il y a 36 variétés tolérantes maladies qui sont pulvérisées 5 fois, quoi. Voilà encore une absurdité. Ben d'ailleurs, le problème de l'étiquetage, aujourd'hui, finalement, la charge de la preuve, elle est sur le producteur bio. En fait, on devrait demander au producteur classique d'indiquer tous les produits qu'il a utilisés. Hein. Donc, et l'obligation de respecter cette règle devrait être chez le producteur classique et pas chez le producteur bio. Mais il y a plein de choses comme ça, hein, qu'on devrait pouvoir faire évoluer. Ça prend du temps. Il y a parfois des choses qui évoluent, mais ça prend du temps. Il y a Mathieu qui avait une question. C'est Cyril, mais... Ah, pardon. Tiens. Je suis d'accord avec ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait de reprendre le pouvoir et effectivement sortir un peu du système. Et Gazap, paysans artisans, arrivent à faire ce genre de choses. Mais il y a une question peut-être aussi presque philosophique qui est comment on fait des ennemis des alliés? Parce que Bayer, il est là pour rester. Comment on fait en sorte pour que ces acteurs-là, et je parle de Bayer, mais que... Le slide, on voit les fermiers entourés effectivement des mastodontes et assez parlant. Comment on fait pour que ces mastodontes changent de façon de faire et soient des alliés d'une agroécologie plutôt que des lobbies qui poussent vers le fait de garder le système ancien? Alors, je crois qu'on aura plus de chances de faire bouger d'autres acteurs, peut-être que typiquement à Bayer, notamment des équipementiers, par exemple, des John Deere, des gens comme ça, enfin, certains commencent à adapter leur gamme de solutions à des pratiques qui sont nouvelles. Pour un fournisseur typiquement de produits phyto, ça va être parfois un peu compliqué de se réinventer, même s'il y a des gammes de produits biologiques qui deviennent aussi plus acceptables. Mais de manière générale, n'oublions pas quand même aussi que les réglementations européennes dont je parlais tout à l'heure, alors qui sont plutôt climat, mais il y a quand même des composantes biodiversité, etc., qui sont en train de s'appliquer, elles vont s'appliquer aussi à Bayer. Et donc, les pressions ne seront pas que des clients de Bayer, mais vont venir aussi de ces réglementations, pour moi, il y a 2 pressions importantes. Il y a tout ce cadre réglementaire qui se met en place, et puis aussi les banques. Alors, les banques, on oublie, mais alors c'est surtout sur les aspects climatiques. Mais aujourd'hui, toutes les banques en Europe et même aux États-Unis sont obligées de mesurer leur exposition au risque climatique, au risque physique, comme on dit, et au risque de transition. Le risque physique, c'est de dire je fais crédit au secteur agricole, par exemple, et je ne tiens pas compte des risques de phénomènes météo extrêmes qui s'accentuent. Donc ça c'est du risque physique. Et le risque de transition, je fais crédit à Volkswagen, et Volkswagen est trop lent pour changer sa gamme et respecter ses obligations environnementales. Donc ça, aujourd'hui, les banquiers sont obligés de le mesurer.
et de stress tester, comme on dit, c'est-à-dire de se dire qu'est-ce qui se passe si la réglementation va plus vite ou si voilà, et qu'est-ce que ça implique sur mes ratios de fonds propres. Et ça, c'est une pression qui est en train de se mettre en place aussi et qui va toucher non seulement les grandes entreprises, mais aussi les petites entreprises. Et moi, je me souviens d'un débat justement dans une ferme voisine de notre ferme dans le Condro, où il y a un fermier qui voulait faire un poulailler industriel pour 30 000 poules. Et alors ça a soulevé pas mal de contestations dans l'enquête publique, mais moi j'avais réagi en disant, mais est-ce que l'urbanisme ne peut pas demander à ce fermier de faire justement avec ses partenaires, parce que c'est toujours la même chose, c'est des fournisseurs de grains et des acheteurs de poulets qui vont dire aux fermiers, vous construisez votre étable, on vous fournit le grain, on vous rachète le poulet. Ok, très bien. Si on met un prix du carbone à 80 € la tonne ou à 100 € la tonne, est-ce que ce business model tient encore? Personne aujourd'hui ne fait ce calcul-là. Et je suis persuadé que dans son cas, s'il mettait la tonne de CO2 à 80 € et qu'on l'applique à cette filière-là, la filière est morte. Je n'ai pas fait le calcul, mais au doigt mouillé, c'est aussi des secteurs que je suis d'assez près. Et donc, simplement, toute cette pression, et notamment les crédits bancaires, ils vont être amenés à faire cet exercice-là, en se disant, c'est quoi le risque? C'est quoi le risque économique qui est derrière? Si un prix du carbone s'applique à un moment donné à l'agriculture. Ce qui va arriver. Et donc, je crois que c'est... Par qui? Par la PAC? C'est pas la PAC directement, c'est le fait qu'aujourd'hui, quand on regarde le système ETS sur les crédits carbone, il s'applique à toute une série de secteurs industriels. Depuis récemment, il s'applique maintenant à la construction et au transport, ce qui n'était pas le cas avant. Et il y avait une déclaration, pas plus tard que la semaine dernière, du patron de l'Agence de l'environnement européen, en disant maintenant, il faut amener à couvrir aussi l'activité agricole et alimentaire. Et ça va venir. Aujourd'hui, quand on voit la part de CO2 qui est attribuable aux activités agricoles, d'une manière ou d'une autre, il faut l'intégrer. Ouais, et là, j'ai un complément de réponse aussi, parce que notre posture à la Maison de l'Agroécologie, en fait, c'est pas de dire qu'il y a les grands méchants et les petits gentils, quoi. Donc, en fait, je pense que juste de déjà changer le mindset de dire que même les grands peuvent faire de l'agroécologie, c'est déjà accepter qu'on n'est pas dans un monde de dualité où il y a ceux qui font bien et ceux qui font mal. Et pour répondre à cette question de d'où vient le changement, il faut se rendre compte que les grands, Bayer, entre autres, ils financent déjà l'agroécologie. Ils ont déjà des fermes pilotes, ils ont des données, ils ont beaucoup de données, et ils ont des actionnaires derrière qui veulent que l'entreprise vive encore dans 50 ans, 100 ans, 200 ans. Ils ont des visions long terme que nos politiques n'ont pas toujours, que nos agriculteurs n'ont presque plus, parce qu'il y a de moins en moins de repreneurs qui ont des visions long terme sur qu'est-ce qu'ils vont faire du capital. Et donc le changement, il vient aussi de ces entreprises-là. Et il faut aller dans ces entreprises-là, s'inspirer des nouvelles approches qu'ils ont. C'est très inspirant à la Maison de l'Agroécologie quand on va rencontrer les tout gros, moi j'y vais pas encore, mais quand on va même chez une biscuiterie comme Dandois qui a des volumes industriels, Tarte Françoise, ils sont moteurs de changement et eux sont demandeurs de déployer des indicateurs pour mesurer la performance CO2 par exemple des filières, parce qu'ils savent très bien que vu le coût de l'énergie, ils doivent anticiper ces coûts-là. Vous avez vu que Dandois vient de décider d'arrêter l'exportation hors Europe, pour cette raison-là. Ouais. L'agroécologie, c'est beaucoup du social aussi. Oui, il y a une... Je sais pas s'ils intègrent ça. Ben oui, ils créent de l'emploi aussi, tous ces gens, tu vois, et ils en ont conscience. Donc moi, je crois que c'est juste ça, déjà, se dire qu'ils ne sont pas des méchants, d'accepter que le changement, il peut émerger chez tout le monde, quoi. Peut-être, j'avais deux réflexions par rapport à ça. Je trouve qu'on parle beaucoup depuis hier, et globalement, des agriculteurs comme étant, comme si c'était une espèce de classe sociale unique avec un profil unique. Et ça me fait sourire, on ne devrait pas en sourire. Je trouve des agriculteurs, c'est autant le maraîcher qui gagne 920 € par mois et qui est sur une terre qui ne lui appartient pas,
que des gens qui sont propriétaires de 200 hectares dans le Brabant wallon, donc qui sont assis sur un capital potentiel de l'ordre de 14 millions d'euros et qui, juste avec les aides PAC, vont chercher à peu près 100 000 euros annuels d'aides PAC sans même avoir déjà fait leur compta de gestion pour voir ce qu'ils vont en retirer. Donc, tout ça pour dire que c'est quand même les agriculteurs, c'est une grosse diversité. C'est comme si on parlait, je sais pas moi, des enseignants en mettant dans le même paquet la gardienne d'enfants indépendante au aîné et le prof d'UNIF, quoi, et en disant les pauvres gens qui encadrent nos jeunes, quoi. C'est quand même quelque chose de très diversifié. Et la deuxième chose qui m'impressionne beaucoup, donc moi je suis dans une phase d'installation et dans une reconversion professionnelle. J'étais aussi entrepreneur avant dans un autre secteur. Et dans ce cadre-là, je termine les cours AEB, donc pour avoir l'accès à la profession d'agriculteur. On est une vingtaine. Et dans le tour de présentation initial, eh bien, il y avait la moitié des gens, donc 10 personnes, qui sont là pour reprendre finalement une ferme familiale. Et ils vont la reprendre suite à une carrière professionnelle qu'ils ont fait avant. Ils étaient pharmaciens, enseignants, techniciens. Et leur projet, c'est une reprise comme gestionnaire de culture. Et donc, on a un nouveau métier qui est apparu. Moi, j'ai vécu dans une ferme quand j'étais jeune. Il y avait un métier qui n'existait pas, c'était celui d'entrepreneur agricole. C'était un métier qui n'existait pas. Or, maintenant, on est vraiment avec ces nouveaux entrepreneurs agricoles, donc qui sont des faiseurs, quoi, sur vos terres, qui prennent une proportion énorme. Et je pense que dans la transition agroécologique, ça pose un vrai souci, parce que ces gens qui reprennent une ferme familiale et qui gardent une profession à côté et qui vont être juste gestionnaires de culture, ben finalement, ils décident, là, tu vas me faire des betteraves, là, tu vas me faire 5 hectares de colza, etc. Ils commandent des travaux agricoles sur leur propre terre, mais il n'y a plus ce lien direct avec la terre, avec le patrimoine, avec les clients. Et on a donc du coup une transformation des paysages, des villages. C'est quand même frappant, comme la question de l'élevage par exemple. Même ici dans le groupe, il y a plusieurs personnes qui m'ont dit j'arrête l'élevage, ou on a arrêté l'élevage, trop compliqué, on passe qu'en culture, etc. Enfin, c'est un élément qui, je trouve, qui risque de poser problème dans cette transition vers l'agroécologie, quoi. Tout à fait vrai. D'ailleurs, on observe à la fois des choses qui vont dans la bonne direction, mais malheureusement encore pas mal qui vont dans la mauvaise direction. Quand on voit les emblavements en pommes de terre qui continuent à augmenter, par exemple, on sait que c'est une culture assez rentable, mais c'est aussi une qui va taper le plus dans le patrimoine de la terre. Donc, oui, c'est extrêmement divers comme situation. Cela dit, on voit effectivement aussi pas mal de nimaculteurs, comme on les appelle, qui rentrent dans le système avec des objectifs plus louables que simplement entrepreneur agricole. Et ça permet d'amener aussi d'autres compétences, d'autres choses dans le milieu. Et alors, je crois aussi très profondément qu'il faut vraiment pousser des modèles qui sont des modèles multi-entreprises, multi-métiers. Donc, de nouveau, à la petite échelle de la ferme de la Préale, on a des compétences et des métiers très complémentaires qui sont là. Donc, en termes d'intelligence collective, de possibilité de se compléter mutuellement sur des matières aussi diverses que des questions administratives, de communication sur Internet, de négociation d'un contrat, etc., ça crée de la richesse. Et si on veut aller loin dans l'agroécologie en termes de diversité, mais aussi en termes de circuits courts, mais aussi en termes d'aller plus vers le produit final, etc., ben faire ça tout seul à l'échelle d'une exploitation, c'est très compliqué. Pouvoir fédérer un groupe d'acteurs complémentaires pour pouvoir le faire. Et c'est vrai qu'on a en général, et je me méfie des généralités, en général quand même une culture assez individuelle dans l'agriculture familiale chez nous. Peut-être un peu plus qu'en France, par exemple, où on a quand même plus de groupements. Et là, je crois qu'il y a une réflexion aussi plus sociale ou sociologique à avoir pour voir comment faire travailler ensemble pour qu'un cluster d'activités soit plus résilient que chaque activité prise isolément. On va prendre une dernière question. Ouais, c'est une question un peu plus pragmatique. Donc, on a compris que le produit transformé nous affranchit un peu de la distribution et augmente les marges, enfin la valeur ajoutée. Donc, on a compris qu'on pouvait accéder au foncier sans nécessairement l'acheter. Il y a eu des présentations là-dessus. Mais quels sont les leviers pour transformer les produits bruts? Parce que ça aussi, ça demande de l'investissement dans des projets qui ne dégagent pas beaucoup de marge. Comment vous envisagez ce secteur de transformation de produits bruts fabriqués à la ferme?
Il n'y a pas une recette. Hein. On voit émerger divers modèles, soit à l'échelle de la ferme, soit à l'échelle d'une collectivité locale, soit à travers une coopérative, paysan-artisan, aussi une cuisine de transformation, puisqu'on mentionnait cet exemple-là. Donc il y a de multiples modèles. Je ne dirais pas qu'il y a une seule voie royale pour y arriver. Je prends de nouveau notre petit exemple à la Préalpe, c'est forcément celui que je connais le mieux. On a des semenciers qui, quand ils récoltent leurs semences, si c'est des légumes de type tomates, courges, etc., ben forcément le légume est dégommé quoi, pour aller chercher la semence. Aujourd'hui, on n'a pas de capacité de transformer ça en produit vendable. Faire une cuisine AFSCA juste pour faire ça, c'est absolument pas rentable. Par contre, dans notre halle, on aura une cuisine AFSCA qui fera un peu de finger food quand il y a les marchés, qui fera resto éphémère en saison, qui fera de la transformation des surplus des uns et des autres, et qui pourra à ce moment-là valoriser aussi les déchets des semenciers. Donc c'est vraiment par l'aspect un peu couteau suisse qui peut faire plusieurs choses, un principe de permaculture. Chaque outil doit permettre de faire plusieurs choses. Et bien c'est vrai à ce niveau-là, c'est qu'une fois qu'on a un outil professionnel qui est polyvalent, ça permet de traiter des questions beaucoup plus ponctuelles de valorisation de certains sous-produits, de certaines activités. Mais bon, c'est un exemple, ça ne veut pas dire qu'il faut toujours faire comme ça, mais il faut vraiment être un peu créatif au niveau de ces solutions-là pour pouvoir les mettre en œuvre de manière... et une fois que c'est en place, ça crée cette espèce de glue qui fait que la combinaison de projets, au total, est plus résiliente que chaque projet individuel. Reprenons notre liberté. On parlait de pouvoir, et je pense que l'approche agroécologique, d'une manière générale, est une manière non seulement de se reconnecter, de se remettre en cohérence avec le vivant, puisqu'on est quand même tous des êtres vivants, on l'oublie parfois, on est un peu hors sol. Se remettre dans notre contexte, c'est important, et puis c'est reprendre aussi notre contrôle économique par rapport à un système qui l'a un peu écrabouillé.